Nous allons poursuivre les travaux de la commission. Alors, s'il vous plaît, nous allons poursuivre les travaux de la commission avec les représentants de la ville de Côte-Saint-Luc. Alors, maintenant, nous allons entendre les représentants de la ville de Côte-Saint-Luc. Alors, je demanderai aux représentants de identifier les personnes qui l'accompagnent et de procéder à la présentation de son mémoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Ministre et Monsieur et Madame les députés. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Anthony Housefather. Je suis le maire de la ville de Côte-Saint-Luc. Je suis un élu municipal depuis 1994, dont j'ai 13 ans d'expérience, et je suis ici avec deux conseillers qui sont des élus depuis 1990, M. Glenn Nashin à ma droite et Mme Dida Bercou à ma gauche. M. Nashin était un des premiers bénévoles de notre SMU, notre service médical d'urgence, en 1980, et Mme Bercou, quand elle était avec moi dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc-Hempstead, Montréal-Ouest, a partagé l'expérience avec moi d'avoir l'SMU qui nous servit à la ville de Côte-Saint-Luc et le département d'incendie, les pompiers, qui nous a servi comme premier répondeur à Hempstead et Montréal-Ouest. Donc nous avons tous l'expérience avec les deux différentes façons d'être premier répondant. Et je suis ici aujourd'hui, même si nous sommes membres de l'Association des municipalités des banlieues et on appuie le mémoire présenté par Mme Marks, pour renforcer l'importance de l'adoption de l'article 3 du projet de loi de 22, qui modifie l'article 28.1 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations pour protéger notre service d'haut de gamme à Côte-Saint-Luc comme premier répondant. Une chose qui est très importante, c'est de souligner que nous avons un mémoire très détaillé. Je ne peux pas soulever toutes les questions dans nos mémoires, mais j'apprécierais bien si vous allez tous ayez le temps de le lire. La raison pour laquelle la ville de Côte-Saint-Luc trouve que notre service médical d'urgence est tellement important, c'est à cause du fait que nous avons investi durant les années passées plus de 20 millions de dollars dans ce service pour acheter l'équipement, pour acheter un édifice, pour acheter des véhicules, pour entraîner nos bénévoles. Et ça nous a livré un service qui a un temps de réponse qui est plus vite que le département d'incendie, qui va répondre par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, à les appels de priorité 1 et priorité 2 à Côte-Saint-Luc, qui sont plus d'appels que le département d'incendie va avoir la chance d'aller à Côte-Saint-Luc, que nous avons un département plus entraîné que le département d'incendie. Nos bénévoles ont plus de 220 heures d'entraînement, comparaison à 62 heures pour les pompiers. Et nous avons un département avec des bénévoles qui sont dévoués. Nous n'allons jamais être otages à une question syndicale que nous avons vécue à Montréal la semaine passée pour les premiers répondants. J'aimerais souligner qu'est-ce que nos bénévoles font, parce que je crois que c'est important que vous compreniez qu'est-ce que est un SMU. Donc, je vous demande tous, comme des bons pères de famille, de penser que vous êtes une madame de 80 ans. Votre mari tombe malade et dit qu'il ne s'en sort pas bien. Vous téléphonez à la 911 en disant que votre mari n'est pas bien. C'est classifié comme un appel de priorité 2, danger potentiel pour la vie. Ce n'est pas un appel de priorité 1. Donc, si vous êtes dans le reste de la territoire de Montréal, le département d'incendie ne va pas. Mais à Côte-Saint-Luc, on va à un appel comme ça. Soudainement, votre mari tombe sur le plancher. Il cesse de respirer. 2 minutes après que vous avez téléphoné le 911, 2 bénévoles de Côte-Saint-Luc arrivent avec un défibrillateur. Il met un choc à votre mari et son cœur recommence. Il offre vous votre de confort dans votre langue en expliquant qu'est-ce qui se passe. Et en 20 minutes, 15 minutes, quand l'ambulance arrive, votre mari est conscient et prêt à aller à l'hôpital. La raison pour laquelle les gens de Côte-Saint-Luc sont tellement dévoués à notre service d'SMU, c'est parce que nous connaissons tous quelqu'un qui a été sauvé par ce service dans les derniers 27 ans. Qu'est-ce qui est très important de vous rassurer, c'est que nous avons un service professionnel. Ce n'est pas un service
des amateurs en comparaison avec les professionnels dans le département d'incendie. C'est nous qui avons le service qui a fait ses preuves depuis 27 ans. C'est nous qui avons le service qui est entraîné à 220 heures avec une formule, avec une curriculum qui était émis par les soigneurs de haute gamme. Une chose que je vais vous souligner, si vous allez regarder l'annexe A de notre mémoire, c'est une lettre que nous avons reçue de Dr. Mark Affolalo, qui est le directeur du département d'urgence à l'hôpital général juif de Montréal. Dr. Affolalo, soutenu par 15 autres docteurs dans le département d'urgence à l'hôpital général juif, dit « We support the city of Côte-Saint-Luc in urging the members of the National Assembly to grant authority for the Côte-Saint-Luc EMS First Responder Service to continue to offer its life-saving service. » Ça, c'est, même si le mot les 8 membres du conseil de ville de Côte-Saint-Luc et notre député qui sont en faveur de ce mesure, le 24.8.1, ne sont pas suffisants, regardez qu'est-ce que les docteurs disent. Dr. Affolalo habite à Côte-Saint-Luc. Il veut que son famille soit sauf. S'il croyait que notre service n'était pas mieux que celle offerte par le département d'incendie, il n'aurait jamais écrit une lettre en demandant que l'article 28.1 soit adopté. Mais c'est non seulement Dr. Affolalo et les 15 médecins à l'hôpital général juif. Nous avons aussi une lettre à côté de Dr. Robert Primavesi, qui est le directeur de le centre d'urgence à l'hôpital général de Montréal. Après ça, nous avons une lettre de Dr. Mick Schulman, l'ancien directeur de le centre d'urgence à l'hôpital Royal Victoria, dont les médecins reconnus à Montréal reconnaissent que notre service est d'autre gamme et d'autre qualité. Et une des raisons pour laquelle, et je crois que c'est important, Côte-Saint-Luc était le pionnier au Québec pour offrir un service comme ça. Pourquoi est-ce que Côte-Saint-Luc a commencé ce service en 1980? Parce que nous sommes une ville enclavée par les chemins de fer. C'était impossible. Les ambulances ont pris trop de temps pour arriver à Côte-Saint-Luc. Si vous regardez la presse aujourd'hui, c'est une situation qui continue. Il dit que les ambulances ne sont pas disponibles des fois 15 à 20 minutes. Donc notre service est très important. Nous avons aussi une population de aînés très grande. Je crois que nous avons la population des gens sous 85 ans et plus partout au Québec, parce que nous avons 2 hôpitaux et 7 résidences d'âge d'or. Donc c'est une communauté qui est vieillissante, nous avons beaucoup d'appels de 911. Et nous avons aussi une communauté qui aime le bénévolat. Ça nous a donné l'opportunité d'assembler une équipe extraordinaire de bénévoles. Aujourd'hui, nous avons 85 bénévoles, incluant ceux et celles qui sont dans l'arrière de la salle, qui font la première réponse 7 jours par semaine, 24 heures par jour à Côte-Saint-Luc. Nous avons un directeur, Stéphane Carlos, à temps plein. Nous avons une coordonnatrice, Mylène Selby, à temps plein, qui sont là aussi. Et c'est très important à dire ça parce que, généralement, durant les jours, les soirs, nous avons au moins 2 ou 3 équipes en place pour aller aux différents incidents. Et le soir, généralement, au moins 1. Qu'est-ce que nous avons aussi? C'est 3 niveaux de backup. Si nos équipes sont déjà sur un appel, nous avons le directeur et la coordonnatrice qui sont aussi complètement entraînés, qui vont eux autres à un appel. Si ça ne marche pas, nous avons une vingtaine de bénévoles à Côte-Saint-Luc qui travaillent à Côte-Saint-Luc avec des pagettes et des radios qui vont aux appels. Et si ça même n'est pas suffisant, nous avons aussi notre bénévole qui travaille dans le département de sécurité publique qui est 24 heures par jour qui vont aux appels. Donc, non seulement est-ce que nous pourrions répondre à un appel, et le département de pompiers, l'association des pompiers dit dans leur mémoire, dans la page 4, dans chacune de ces casernes, une équipe de 2 pompiers certifiés, premiers répondants, offront le service. Nous avons beaucoup plus que 2. Nous avons des fois, s'il y a une grande urgence, un grand numéro de bénévoles qui peut répondre à plusieurs appels multiples, n'importe quel temps. Une chose qui est aussi importante à souligner, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Pourquoi est-ce que Côte-Saint-Luc doit venir à l'Assemblée nationale pour sauver notre service? Très important. La raison pour laquelle il faut faire ça, c'est qu'en 2003, quand nous étions partis de la grande ville de Montréal, la ville de Montréal a adopté une convention collective qui donnait un monopole à la priorité 1 aux pompiers. La ville de Côte-Saint-Luc n'existait pas, nous n'avons pas eu un mot à dire. Donc, qu'est-ce que nous avons fait juste immédiatement après? C'est que nous avons allé à Peter Yeomans, qui était le membre de la comité exécutive responsable pour la première réponse.
et le directeur d'incendie, Alain Michaud, pour leur dire, c'est pas juste, tu as fait quelque chose de pas bon. Eux autres nous a répondu. Je vous réfère à l'annexe F, où le directeur Michaud a nous donné une lettre adressée à les 3 membres du conseil d'arrondissement en disant « De plus, rien dans la nouvelle convention collective qui sera signée cet après-midi, c'était en 2003, n'empêche vos bénévoles de continuer à exercer ce bénévolat au-delà du 31 décembre 2004, ce qui, de facto, constitue une reconnaissance de la valeur de ce bénévolat pour la communauté de Côte-Saint-Luc. » Donc, c'était une promesse de Montréal en 2003 que la convention collective n'impacterait pas notre service. Dans l'annexe E, je vous réfère à un communiqué de presse émis par la Ville de Montréal en 2003, où M. Yeomans, anciennement sur le comité exécutif responsable, disait « Le mois dernier, M. Michaud a fait parvenir à tous les représentants élus de l'arrondissement Côte-Saint-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest une lettre confirmant que le service de bénévoles offert à Côte-Saint-Luc ne serait pas affecté par la nouvelle convention collective signée par le Ville de Montréal et le syndicat de pompiers de Montréal. M. Michaud aussi a affirmé dans la lettre que rien n'empêcherait la bénévole d'intervention en cas d'urgence de faire leur travail après le 31 décembre 2004. L'administration municipale actuelle, qui est le même qui est là aujourd'hui, a la volonté politique de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour assurer que ces services importants et extrêmement populaires demeurent en place. Notre administration a l'intention de s'asseoir avec le syndicat des pompiers afin d'aborder la question du service SME du Côte-Saint-Luc comme exemple de pratiques exemplaires pouvant servir de modèle à reproduire pour les autres arrondissements. Malheureusement, après ça, les diffusions auront lieu et la Ville de Montréal n'avait jamais essayé de changer la convention collective avec les pompiers. Quand j'ai posé la question au maire Tremblay en mois de mars, il m'a dit « C'est au gouvernement du Québec de s'intervenir ». Donc, Madame la ministre, votre gouvernement nous a donné une exemption de 3 ans en 2005 avec le décret de l'agglomération. Et nous sommes ici pour vous remercier d'avoir reconnu l'importance de notre service et de nous donner une exemption permanente dans la loi 22, parce que c'est très important pour nos résidents. Je crois que c'est important de souligner aussi certains points qui diffèrent notre service de les départements d'incendie. La première chose, c'est que j'aimerais attirer votre attention à notre temps de réponse. Notre temps de réponse sur la page numéro 20 est calculé au plus de 3 minutes et 30 secondes, plus de 90% de la fois. C'est-à-dire, généralement, nous sommes là après un appel en 2 minutes ou 3 minutes, jamais plus de 3 minutes et 30. Malgré qu'est-ce que l'Association des pompiers vous avait dit la semaine passée, si vous regardez notre mémoire à la page, à l'annexe G, vous allez voir sur la page 22 que dans le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers, nous avons un temps de réponse de 7 minutes 59 secondes qui est le temps cible. 7 minutes 59 secondes, 70% de la fois est le temps cible. Nous sommes là en 3 minutes 30, 90% du temps. Et même les pompiers ont reconnu dans leur mémoire sur la page 6, leur rapidité d'action en tout temps est essentielle. Par exemple, en matière de détresse cardio-respiratoire, l'intervention avec un défibrillateur doit être effectuée en moins de 4 minutes, à défaut de quoi la survie diminue de façon dramatique. Donc, si vous regardez l'entente même entre les pompiers et la Ville de Montréal, je ne peux pas expliquer comme maire de Côte-Saint-Luc comment on va maintenant avoir un temps cible de 7 minutes 59 secondes quand nous avons un temps actuel de 3 minutes 30. J'aimerais aussi attirer votre attention à la page 18 de notre mémoire, où nous voyons que nous avons fait une étude de la disponibilité des pompiers dans la station 78 pour 2 semaines, un dans le mois de mai et un dans le mois de novembre. Et on a trouvé dans ces 2 semaines-là que les pompiers n'étaient pas disponibles pour la moitié des appels que SMU est allé. La moitié. En mois de mai, c'était 23 sur 47 et dans la semaine de novembre, c'était 13 sur 26. Il était absent de la station. Il n'était pas capable d'aller parce qu'il allait pour une feu. Et c'est très important de dire, nos bénévoles sont là parce qu'il y a une mission pour aller à des appels de médical d'urgence. Les pompiers, une très importante mission, c'est de battre des feux. Une autre chose qui est très importante pour nous allons à 3 000 appels par année. 1500 de ces appels sont les priorités 2.
les pompiers ne vont pas aux appels de priorité 2. Uniquement nos SMU vont aux appels de priorité 2. Donc, c'est-à-dire que si on va à un service des pompiers, la moitié des appels est priorité 2, il n'y a personne qui va répondre, et ainsi, la moitié des appels de priorité 1, ils n'étaient pas disponibles. Finalement, nos bénévoles sont bilingues. 85% de la population de Côte-Saint-Luc est anglophone, et c'est très important d'avoir des soins de service dans la langue de la population. Et le gouvernement libéral même a adopté la loi 142 pour assurer ce service il y a beaucoup d'années. Finalement, j'aimerais vous dire que non seulement est-ce que nos départements SMU servent le Côte-Saint-Luc, mais les gens viennent de partout dans la région de Montréal d'être entraînés dans les soins médicaux. Et nous avons beaucoup d'infirmières et docteurs aussi ici au Québec qui étaient entraînés par notre service d'SMU. Et ça, c'est aussi très important pour le système de services de santé au Québec. Donc, monsieur et madame les députés, j'espère beaucoup que vous allez adopter l'article 28.1 et sauver notre service d'SMU. C'est très important à nous et je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Housefather. Nous avons un petit problème de délai de temps. Comme il y a un caucus à 12h30, nous avons accumulé un certain retard de 15 minutes. Je comprends qu'il y a une entente entre les groupes parlementaires pour que chacun dispose de 9 minutes. Pas, madame? Oui, ça me convient. Alors, oui, sans problème. 9 minutes. Oui. Alors, pardon, monsieur. Je suis très content. Alors, monsieur, nous allons commencer la période d'échange sans plus tarder avec madame la ministre. Merci. Alors, monsieur le maire, bonjour. Je salue chaleureusement les gens qui vous accompagnent et surtout vos bons bénévoles là, qui sont derrière. Ils sont très patients. Là, vous pouvez vous installer, vous asseoir confortablement. Il ne faut pas vous gêner. Ils sont bien entraînés. Effectivement, ils sont bien entraînés, c'est ce qu'on constate. Écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Vous avez livré votre argumentaire avec une conviction absolument extraordinaire. Écoutez, nous, on vous a déjà entendu de ce côté-ci de la Chambre en vous permettant effectivement d'exenter pour quelques années de façon temporaire votre communauté. Et là, effectivement, vous avez plaidé pour qu'on puisse rendre permanent le service de premier répondant sur le territoire de Côte-Saint-Luc. Et notre intention, c'est matérialiser, c'est concrétiser à travers l'article 3 qui apparaît dans le projet de loi 22. Cependant, vous comprendrez bien que d'autres personnes ne sont pas du tout en accord avec cette volonté que le gouvernement a exprimée. Alors, j'aimerais peut-être aborder cette question-là avec vous. J'ai reçu, moi, une correspondance de la Ville de Montréal à cet effet, l'Association des pompiers de Montréal qui est venue nous voir la semaine dernière. D'ailleurs, il y a 3 représentants qui sont encore ici aujourd'hui que je salue. Donc, sont venus nous faire plaider, en fait, pour qu'on puisse s'assurer d'avoir une grande uniformité pour les services de premier répondant sur le territoire de l'agglomération. Écoutez, moi, je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre mémoire. C'est vraiment incroyable. Vous avez mis tous les arguments nécessaires pour plaider votre cause. Alors, c'est des arguments qui sont importants pour nous. Je vais, si vous permettez, me référer à la page 11 mémoire de l'Association des pompiers, puis j'ai besoin d'avoir des précisions de votre part. L'Association des pompiers de Montréal nous disait que dans l'article d'un journal, le Suburban, on faisait référence à des données qui avaient été obtenues par Urgence Santé, qui faisaient état de nombreuses périodes où les citoyens de la ville de Côte-Saint-Luc s'étaient retrouvés sans couverture d'un service de premier répondant en septembre 2006. Alors, est-ce que c'est possible pour vous de nous apporter des précisions sur cet élément-là? Et vraiment, en terminant, là, parce que je vais laisser la parole à mon collègue que vous connaissez bien, saluer puis vraiment féliciter vos bénévoles. Ils méritent toute notre admiration, là, vraiment, là, prendre sur leurs épaules une aussi lourde responsabilité et le faire de façon bénévole. Vraiment, ça mérite d'être souligné. Alors, félicitations. Puis nous attendons votre réponse impatiemment, Monsieur le maire, sur la question. Alors, Monsieur Housefather. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et encore, j'aimerais vous dire notre appréciation pour votre
votre readiness de nous écouter dans cette question. Oui, je peux répondre. Premièrement, comme tout le monde qui habite dans notre coin de Montréal sait, que c'est pas, et tout le monde en politique connaît, les articles dans les journaux ne sont pas toujours exacts. Peut-être les journalistes ne croyons pas, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive? Nous regardons première une statistique qui est out of date. Ce statistique n'est pas est-ce qu'il y a quelqu'un disponible à répondre. Cette statistique, ça veut dire est-ce qu'il y a quelqu'un dans la station. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont capables de répondre même s'ils ne sont pas dans la station. Cet article parlait à 76 à 78% de temps, il y avait une équipe dans la station. Mais nous avons une politique où, comme je vous ai dit, qu'il y a 4 niveaux de backup. Donc, si une équipe est sur un appel, nous avons premièrement le directeur à temps plein et le coordinateur à temps plein qui vont aller à l'appel. Ils ne sont pas considérés dans ces statistiques. Deuxièmement, nous avons les 20 bénévoles qui ont des radios et des pagettes à Côte-Saint-Luc. Ils ne sont pas dans les statistiques. Et finalement, si nous avons personne d'autre disponible, nous avons notre département de sécurité publique. Nous avons des bénévoles entraînés à IMS qui travaillent à temps plein pour notre département de sécurité publique et on les envoie. S'il n'y a pas quelqu'un de disponible. Et ça, c'est très, très rare. Donc, la statistique que vous allez voir maintenant, je vous dis que c'est une statistique à cause de le temps de la diffusion. Nous avons manqué un directeur pour une période de temps. Nous étions, durant les fusions, toutes les choses ont changé un peu. Mais aujourd'hui, cette statistique disponible dans la station est à peu près 96 à 97%. Qu'il y a une équipe disponible dans la station durant les heures plus importantes d'appel. Et sinon, comme j'ai dit, nous avons 3 niveaux de backup. Je vous dis, Madame la Ministre, comme vous savez, je suis élu comme vous autres. Je n'ai juste une responsabilité et c'est un devoir pour les citoyens qui m'ont élu. Si moi je croyais sincèrement que mes résidents ne soient pas mieux servis par notre service d'SMU, moi-même, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous plaider, non plus conseiller Nash et non plus conseiller Burku. Et je crois que la preuve la plus importante, le plus important que nous avons apporté, c'est les lettres de Dr. Afalalo et Dr. Shulman, parce qu'ils habitent à Côte-Saint-Luc. Si vos directeurs des services médicaux à les grands hôpitaux de Montréal habitent à Côte-Saint-Luc et ils disent qu'on veut que SMU reste, eux autres ont des bonnes raisons pour protéger leur famille et leur maison. Ils croient que notre service, connaissant les deux, est mieux pour nos résidents. Merci, M. Housefather. Monsieur le député de Darcy-McGee. Merci, M. le Président, Mayor Housefather, Mme Burku, M. Nash, merci pour votre présentation, la qualité de votre présentation. Bienvenue à l'Assemblée nationale. J'ai peu de temps et il y avait quelques questions que je voulais passer avec vous encore. Premièrement, la question de démographique. On sait qu'à Côte-Saint-Luc, il y a un fort pourcentage de personnes âgées, il y a presque 30%, et un pourcentage plus élevé au Québec. Le plus haut pourcentage des personnes de 85 ans et plus au Québec, 2 hôpitaux de soins de longue durée, 7 résidences pour personnes âgées. Alors, l'importance de votre service. Parlez-moi un peu, dans une courte réponse, quand j'ai d'autres questions, sur la qualité de votre formation. Je vois que vous donnez 120 heures de formation. Ceux qui gèrent la formation, c'est le Dr. Mitchell Shulman, qui est urgentologue à l'hôpital Royal Victoria. C'est un professeur du département de surgerie à l'Université de McGill. Parlez-moi est-ce qu'il y a une comparaison avec d'autres équipes de premiers répondants, que ce soit à Montréal ou autres places dans les États-Unis, la qualité de votre formation. Et je sais que vous avez mentionné beaucoup de vos bénévoles se trouvent dans nos équipes médicales, après deviennent des médecins ici au Québec. Alors, Absolument, Monsieur le député. J'aimerais souligner aussi mon appréciation pour vos devoirs, toujours pour notre comté et pour notre ville. Les premiers répondants de SMU suivent une formation de 120 heures en classe, incluant un important volet de formation pratique. La formation est certifiée par la Croix-Rouge canadienne et après qu'ils ont leurs 120 heures en classe, ils ont 120 heures de formation sur la route et un stagiaire, premier répondant de SMU, ne peut pas être diplômé avant qu'il a complété 35 appels. Donc, tout personnel de SMU de Côte-Saint-Luc est certifié répondant médical d'urgence, ce qui est un niveau au-dessus de premier répondant. Nous avons le premier niveau professionnel de dispensateur de soins préhospitaliers désigné par l'Association des paramédics du Canada.
Et donc, je compare ça à le programme des pompiers où il y a 62 heures de cours au lieu de 120 et est revu tous les 3 ans au lieu de chaque année. Et à cause du fait que nous avons beaucoup de populations d'âge d'or, ils ont des problèmes médicaux très importants et qui sont très complexes. Et notre entraînement permet à nos bénévoles de faire beaucoup plus avec des gens avec des causes difficiles parce qu'ils sont plus entraînés pour la population de Côte-Saint-Luc les vieux. Juste dans le court temps qui me reste, je vois dans le mémoire des associations des pompiers, il y a une indication que, comme vous avez mentionné, dans chaque caserne, il y a une équipe seulement de 2 pompiers qui sont certifiés. Mais la phrase ici, si l'équipe en place dans une caserne est déjà appelée sur le lieu d'une intervention, une ou plusieurs équipes assurent la couverture du territoire. Ça veut dire qu'il va prendre une équipe d'une caserne qui peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour venir à Côte-Saint-Luc. Votre temps de réponse, vous avez mentionné ça, encore je vais entendre le moyen, et le fait que vous nous assurez qu'il y a couverture 365 jours par semaine, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour toute la population, incluant les personnes âgées qui sont très chères pour nous, à nous. Monsieur Housefather, je demanderai une très courte réponse. La réponse est oui, absolument, ils sont disponibles. Et oui, nous avons un temps de réponse de 3 minutes et 30, 90% du temps. Et c'est une très bonne réponse. Et les autres stations de pompiers dans notre voisinage, la station de Hampstead, qui était référée par les pompiers la semaine avant, est fermée. Donc, il n'y a pas de station où quelqu'un va vraiment être un premier répondant à part de la station de Côte-Saint-Luc si quelqu'un va venir. Question dans leur mémoire, dans leur présentation, que cette station était ouverte. Mais oui, c'est fermé depuis beaucoup de mois. C'est fermé. C'est fermé. Merci, M. le maire. Monsieur le député, merci, M. Housefather. Maintenant, nous poursuivons avec la période d'échange avec les membres de l'opposition officielle. Alors, je reconnais M. le député de Prévost. Merci, M. le Président. Bonjour à vous, M. le maire. Bonjour à vous, collègues également du conseil municipal. Bonjour, bénévoles, premiers répondants, et merci effectivement de sauver des vies. Une vie de plus, c'est toujours important, et sûrement, parmi vous, vous avez sauvé des vies et vous êtes fiers, et j'en suis fier également. Je regarde effectivement, pris lecture ce matin de votre mémoire, qui est très intéressant. Effectivement, la semaine passée, on a rencontré l'Association des pompiers de Montréal et il y a une question toujours, bien sûr, qui me venait à l'esprit, c'est le danger des citoyens. Et le 24 heures, justement, l'application, je pense que vous l'avez bien expliqué aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir, en aucun temps, j'imagine que les citoyens, malgré que vous avez 1, 2 ou 3 formules, est-ce que c'est arrivé qu'on n'a pas pu répondre à un appel particulier de niveau 1 ou de... Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est sûr. Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne connais pas. Oui, c'est sûr. Et ça va arriver avec le département d'incendie et ça va arriver avec nous. Si vous avez 10 appels à une fois, il n'y a personne qui va être capable d'être là avant l'ambulance. Il y aura toujours l'ambulance qui va arriver après quelle période de temps, mais les premiers répondeurs, on arrive presque une centaine de fois, mais il y a des fois que les pompiers vont être pas capables et on va être pas capable. C'est sûr, et je vous démontre, durant les années de fusion, un temps très important, nous avons eu un appel à Hampstead, pas à Côte-Saint-Luc, où les pompiers étaient premiers répondants. Il y avait un homme qui avait une crise cardiaque sur notre court de tennis. J'étais présent. C'était pris 14 minutes avant l'ambulance d'être arrivée. Les pompiers qui étaient premiers répondants ne venaient pas. Pourquoi ils ne venaient pas? Parce qu'il y avait une alarme fausse et ils étaient sur une fire call quelque part. Et ça arrive. Mais je peux vous dire que je suis beaucoup plus sécure de savoir que SMU est là à Côte-Saint-Luc que n'importe autre service de première réponse que je connais en Amérique du Nord. Merci. Alors, Monsieur le député de Prévost. Ce que vous dites, vous avez un backup, 2, 3 backups, c'est ce qui vous permet de répondre d'une façon plus efficace, si on peut le dire comme ça, parce que si les pompiers sont partis sur un feu, on comprend qu'ils ne peuvent pas être le premier répondant en même temps que ça être sur un feu. Contrairement à vous, que vous êtes premier répondant, et si vos pompiers sont partis sur un feu, vous avez d'autres backups qui peuvent répondre également. C'est ce que vous avez semblé dire tantôt? Exactement, monsieur le député. Nous avons non seulement les 85 bénévoles, et les 85 bénévoles, c'est très important parce que la majorité de nos bénévoles habitent dans le coin ou travaillent dans le coin, donc ils sont disponibles même s'ils ne sont pas en équipe à la station. Ça, c'est très, très important. Donc, nous connaissons les temps où il y a les plus d'appels. C'est entre 8 heures le matin et minuit.
À ce temps-là, nous essayons d'avoir 2 ou 3 équipes qui sont sur place à tout le temps. Mais s'il n'y a pas une équipe sur place, nous avons notre directeur qui est là et la coordonnatrice qui est là, qui sont capables d'aller eux aussi avec des appels avec leur véhicule. Et après ça, nous avons le Pagette pour les autres bénévoles. Et c'est important parce que si nous avons un grand événement à Côte-Saint-Luc, et nous sommes uniques sur l'île de Montréal, et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, nous pourrions avoir une vingtaine de bénévoles qui seront là. Le département d'incendie ne va jamais envoyer 20 personnes pour être à un des événements de Côte-Saint-Luc. Donc nous avons la capacité en masse d'aller quelque part. Et finalement, comme je vous ai dit, si tout ça ne marche pas, nous avons des gens qui sont entraînés à SAMU, qui travaillent pour notre département des sécurités publiques. Et on fait nos shifts pour essayer d'assurer que ces personnes-là sont en duty à n'importe quel temps, qu'il y a une personne qui est entraînée. Donc si tous les autres ne sont pas là, lui, il peut aller. Donc nous avons, dans l'année passée, parce qu'en travaillant avec notre député et notre conseil, nous avons essayé de regarder comment améliorer notre service, de même apporter ça à la plus haute gamme que possible. Et nous avons fait des modifications dans le service pour maintenant être à la plus haute gamme que possible pour un service comme ça. Alors, Monsieur le député de Prévost. Quand on parle de coût, il y a un coût au premier répondant, il y a un coût au premier répondant chez vous. Comment ça se situe au niveau des coûts? Est-ce que ça coûte plus cher parce que vous avez beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens? Est-ce que le service des premiers répondants que vous demandez, comment vous comparez ça au niveau des coûts? La Ville de Côte-Saint-Luc, depuis 1980, a dépensé plus de 20 millions de dollars sur ce service. Parce que nous croyons dans le service et nous sommes prêts à dépenser l'argent pour avoir une qualité médicale d'urgence supérieure. Les autres villes ont fait des autres choix. Ils ont construit une piscine ou ils ont construit un centre récréatif. À Côte-Saint-Luc, nous avons décidé que notre priorité, c'est le soin de notre population et nous avons investi l'argent dans ce service-là. Donc, je dirais, ce serait la même chose que si vous avez la ville à côté de nous qui a choisi de ne pas faire SAMU, mais de faire un centre de loisirs, qu'un jour, l'agglomération va dire tous les centres de loisirs sont les nôtres, tu perds ton centre de loisirs. Si nous avons un service de tellement haute qualité que tout le monde devrait avoir ce service, et je suis très content d'ailleurs que les pompiers vont le faire ailleurs, pourquoi est-ce qu'on doit perdre notre service d'haute gamme? Et donc, oui, Côte-Saint-Luc va payer plus. On a payé toujours pour ce service. Le décret d'agglomération a changé ça pour dire que l'agglo paye. Côte-Saint-Luc dit dans notre mémoire, nous sommes très payés nous-mêmes pour ce service. Nous n'avons pas demandé que l'agglo paye. C'est seulement depuis 1er janvier 2006 que l'agglo paye. Moi, je préférais, dès que le décret d'agglomération expire le 1er janvier 2009, nous, Côte-Saint-Luc, paye pour le service et nous ne sommes pas double taxés, dont l'agglo ne nous demande pas l'argent pour leur service. Mais je veux payer et je vais payer beaucoup plus comme résident de Côte-Saint-Luc pour ça, 500 000 $ par année pour investir dans notre population et la santé de mon population, parce que ça, c'est le choix de notre ville. Merci, M. Housefather. Monsieur le député de Prévost. Bien, je tiens à vous féliciter. Quand on investit pour notre population, on en fait un choix, effectivement, et j'imagine que votre population est fière de ça. Dernière question, vous avez parlé de niveau 2 tantôt, que vous répondez à 1500 appels. Ça m'intéresse de savoir comme information. C'est quoi le niveau 2 par rapport à 1? Le niveau 1 est répondu par l'ensemble des pompiers de Montréal au niveau de premier répondant. Le niveau 2 n'est pas répondu par les pompiers de Montréal? Non. Et j'aimerais vous dire, merci beaucoup à Monsieur le député pour m'avoir corrigé, j'aurais dû le dire. Un appel de priorité 1, c'est-à-dire qu'il y a un danger immédiat pour la vie. Un appel de priorité 2, c'est un danger potentiel pour la vie. Donc, c'est-à-dire si une femme de 90 ans tombe sur la glace et elle fracture son hanche, ça c'est un appel de priorité 2, pas l'appel de priorité 1. Si quelqu'un a un stroke, ACD, ça c'est pas une priorité 1, c'est une priorité 2, dont les pompiers ne vont pas aller. Nous avons 1500 appels de priorité 2 par année à Côte-Saint-Luc où on va. Et l'importance de souligner aussi, c'est qu'un appel de priorité 2 peut être mal catégorisé. Ça peut être un appel de priorité 1 et les pompiers ne vont pas parce que la personne sur le téléphone n'a pas pris les bonnes informations, la personne était trop peur de dire qu'est-ce qui se passe. Ou un appel de priorité 2 peut passer à un appel de priorité 1. Dans l'exemple que je vous ai cité avant, si la femme a téléphoné pour son mari et elle dit « je me sens pas bien, je peux pas respirer », ça c'est priorité 2. Les pompiers vont pas, SAMU va aller. Mais à ce point-là, quand il arrive, la personne peut être en crise cardiaque. Mais nous sommes là, les pompiers ne seront pas dispatchés.
Et ça, c'est la différence. Et nous avons 1500 appels par année. Donc, c'est très important que vous signiez ça. Et j'aimerais aussi, avant qu'on finisse votre période de questions, Monsieur le député, vous remercier pour vous, le chef de l'opposition, pour Madame Lapointe aussi, pour nous avons écouté sur ce problème parce que c'est très important pour nous. Merci. Merci. En terminant, je serai bien sûr en faveur du même côté que la ministre, effectivement. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur Housefather. Maintenant, pour le deuxième groupe de l'opposition. Alors, nous terminerons cette période d'échange pour une période de 9 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame, Monsieur, ça me fait plaisir de vous accueillir également. Moi, je demanderais si la ministre peut s'engager avant de poursuivre le débat sur cette question, à déposer l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux, de même que l'Agence de santé de Montréal, sur cette question, parce que c'est ce ministère-là qui a demandé à l'époque, si je ne me trompe pas, qui a revendiqué, en fin de compte, que ce soit un pouvoir d'agglomération, le premier répondant. Alors, il me semble que pour prendre une décision éclairée et éclairante, ça serait approprié qu'on puisse avoir l'avis des ministères concernés concernant la disposition législative qui est devant nous, Monsieur le Président. Alors, je fais la demande à la ministre. Vous dites à la page 5 de votre mémoire, vous dites, et je cite, si l'article 28.1, en fait, c'est l'article 3 du projet de loi, n'est pas adopté, notre service SMU, comme nous le connaissons depuis 27 ans, disparaîtra. Moi, je sais que l'association est venue nous dire dans son mémoire également qu'ils ont, j'ai senti de la sincérité là, au niveau de l'ouverture, de travailler avec le SMU, de faire en sorte que chacun puisse avoir que le service incendie garde les priorités 1, par exemple, et que le SMU travaille en support pour les autres priorités. Comme ça se fait ailleurs, effectivement, comme vous dites dans votre mémoire qu'il fournissent aussi la formation de base aux premiers soins aux sauveteurs piscines employés de la ville. Bon, ça ne vous empêche pas de le faire, là, que ce soit le service incendie de Montréal là, qui fasse... Je trouve un petit peu... ceci étant dit, Monsieur le Président, je ne suis pas insensible là, au fait que les gens soient attachés à leur service public. Je ne suis pas insensible au fait que les gens soient attachés à leur infrastructure, soit sportive ou autre. Mais, en tout cas, je trouve ça que le service disparaîtra complètement, qu'il n'y a pas moyen de collaboration, alors qu'on nous a prouvé là, qu'il y avait des collaborations avec soit d'autres arrondissements, d'autres villes reconstituées. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, là. On pourra avoir un débat de 20 secondes ou plus 20 secondes. Moi, je connais le service incendie, ils sont compétents, sont bien formés, sont reconnus à travers le monde pour leurs compétences. Je trouve ça un peu décevant là, qu'il y ait une chicane de dire qu'on est meilleur que l'autre, là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de collaboration possible. Donc, le SMU disparaîtra, c'est sûr et certain, si le gouvernement retire cet article-là du projet de loi. Monsieur Housefather. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour la question. J'aimerais répondre premièrement en ce qui concerne votre demande à la ministre pour un avis. Monsieur le député de Darcy-McGee était capable de recevoir une lettre le département de santé et services sociaux il y a quelques années en disant qu'il n'objectait pas s'il y avait déjà un service d'haut de gamme qui faisait le travail de premier répondant sur l'île de Montréal qui voyait que c'était tout à fait raisonnable de préserver ce service. Et c'était une lettre de Monsieur Iglesias. Et on peut vous envoyer cette lettre, Monsieur le député, parce qu'ils ont déjà prononcé sur la question. Deuxième... Monsieur le Président, je m'excuse, je suis désolé de vous interrompre. C'est que dans le cadre du débat que nous avons, il y a un article dans le projet de loi. Le gouvernement, le Conseil des ministres, j'imagine, a de la documentation émanant de ces différents services pour dire cette décision-là ou cet article-là dans le projet de loi, nous, on est pour, nous, on est contre, nous, on a des réserves. Je ne demande pas nécessairement une lettre générale qui a été faite il y a quelques années. Là. Je demande dans le cadre de ce projet de loi, est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a donné son avis?
Ma question est assez précise, monsieur. OK. Moi, je sais... Monsieur Housefather. Merci. Moi, j'avais seulement commenté sur ce point-là. Et comme je vous ai dit, la lettre était sur point sur la préservation de notre service et je suis très prêt à vous fournir ça avec la lettre. Je n'engage pas dans les autres débats entre les membres du Parlement. En termes de votre question, oui, c'est vrai que notre service n'existerait pas après que les pompiers prennent les premières réponses de priorité 1, parce que nos bénévoles, premièrement, qui sont mieux entraînés que les pompiers, qui font ça comme un acte de dévotion, seront plus là. Ce ne serait pas possible de garder des équipes comme ça pour aller seulement aux appels de priorité 2. L'entraînement médical, le grande partie de l'intérêt pour les gens, c'est quand quelqu'un est en crise cardiaque de sauver une vie. Donc, si vous allez dire, oh, OK, tu peux aller à les appels de priorité 2, mais les pompiers qui sont moins bien entraînés que vous, ils vont aller à les appels de priorité 1. Moi, je trouve ça, ce serait impossible pour Côte-Saint-Luc à ce point-là de préserver notre service dans ce cas. Donc, pour que nous gardons notre service en place et que ça ne disparaîtra pas, nous n'avons aucune autre option. En termes de travailler ensemble, la Ville de Côte-Saint-Luc n'est pas responsable pour le département d'incendie. Nous ne sommes pas responsables depuis 2001. Après la convention collective de 2003, nous avons eu des engagements de la Ville de Montréal d'essayer de travailler avec nous, d'aller faire des négociations avec le syndicat des pompiers. C'était jamais arrivé. Nous n'avons pas le droit nous-mêmes de faire ces négociations. Et quand nous avons finalement demandé nous-mêmes de rencontrer, et c'était très génial, M. Crevier et son équipe, ils ont dit absolument, c'est nous qui faisons la priorité 1. Donc il n'y a pas une manière de travailler en collaboration comme ça, parce que nous, à Côte-Saint-Luc, nous avons un service d'haute gamme, on veut le garder. Et l'importance là, c'est que ça ne touche personne d'autre sur l'île de Montréal. Si ça touche seulement Côte-Saint-Luc et vous avez un conseil unanime à Côte-Saint-Luc et les résidents à Côte-Saint-Luc qui veulent ça, pourquoi est-ce que quelqu'un sera opposé? Merci, M. Housefather. M. le député de Sainte-Marie-Saint-Jean. Partout sur l'île, M. le Président, soit dans des arrondissements ou soit dans des villes reconstituées, il y a des services de sécurité publique qui existaient depuis fort longtemps. Je vais prendre Westmount, par exemple. Ils y sont excessivement attachés. Ce service de sécurité publique est encore là. Les Westmontais y sont également très attachés. Ils collaborent avec le service de police de la Ville de Montréal. Et cet exemple-là, il y en a très certainement des dizaines sur l'île. Moi, de dire qu'un est mieux formé que l'autre, l'autre dit le contraire également. Je veux pas avoir un débat là-dessus, mais disons que personnellement, sans rien enlever à vos équipes qui sont là depuis longtemps et tout ça, j'aurais tendance à avoir des petites réserves. Donc, moi, je réitère un peu ma question, là. Ça se fait sur l'île de Montréal, la collaboration de différents services plus généraux, plus larges, avec des services adaptés localement. Ça se fait dans différents services, nommément la sécurité. Je vois pas en quoi, encore une fois, vous ne m'avez pas convaincu, même si vous êtes passionné par le service que vous offrez à vos concitoyens, mais je vois pas en quoi votre service disparaîtra quand je pense que l'agglomération, les pompiers sont prêts à ce qu'il y ait des négociations et à ce que chacun puisse avoir son rôle à jouer, là. Parce que, et je termine, M. le Président, je sais qu'on est bousculé, mais non, je reviendrai plus tard. Vu qu'on est bousculé dans le temps, je vais laisser du temps. Alors, M. Housefather, vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Premièrement, je trouve qu'un exemple de sécurité publique, nous avons nous-mêmes un département de sécurité publique, ça va faire des services complémentaires à le département de police. C'est pas la même chose où vous avez un service qui est là simplement pour faire une chose, d'aller à les appels médicaux d'urgence, et vous allez dire qu'il y a un nouveau groupe qui va maintenant les surplanter et venir remplacer ce groupe-là pour faire des appels de 911, première réponse médicale d'urgence. C'est pas la même chose du tout. Et oui, à Côte-Saint-Luc, avant 2001, qu'est-ce que nous avons fait? Le SMU était le mieux entraîné, le SMU était le premier répondeur, et si le département de pompiers était disponible, c'était un backup parce que nous les avons entraînés aussi. Je veux juste aussi dire, oui, je ne veux pas nier
le service des pompiers. J'apprécie bien le service de l'Association des pompiers, mais quand vous allez regarder les documents, les heures d'entraînement qui vont être offertes à les pompiers, c'est 62 heures. Moi, je connais que mes gens sont entraînés pour 240 heures. Donc, d'heures avant. Terminer avec votre permission. Je vais mettre fin à la période d'échange. Je remercie les représentants de Ville de Côte-Saint-Luc et dites-vous qu'à cause du beau travail au niveau de la présentation de votre mémoire, ça va être lu beaucoup. Et aussi, je suspends les travaux jusqu'à cet après-midi pour les affaires courantes, après les affaires courantes vers 15 heures.